On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de relations d'aide avec un regroupement en Montérégie. Mais d'abord, lui, il a subi une dure défaite électorale. Il veut tourner la page rapidement. Il s'agit de l'ex-conseiller municipal Yann Langlois. Il y a quelques semaines, c'était les élections municipales un peu partout au Québec et notamment ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, où la ville a connu un réel balayage avec l'élection de Mme Bouchard à la mairie et de 11 de ses 12 candidats au poste de conseiller, mis à part une indépendante, mais qui s'est rapidement ralliée, si bien que l'équipe du maire sortant a été complètement anéantie. Maintenant, il y a déjà une première réaction qui est venue, et je l'avoue moi-même, plus rapidement que j'aurais pensé, celle du candidat défait dans le district numéro 10, Yann Langlois, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonsoir. Comment ça va? Ça va super bien. Malgré la défaite? Malgré la défaite, oui, je m'ennuyais. Je me suis dit, pourquoi pas. Pourquoi réagir si rapidement à cette élection? Certains auraient pu penser qu'on aurait voulu penser les plaies, peut-être prendre plus de recul, puis dans 6 mois, 1 an, peut-être commenter. Qu'est-ce qui fait que vous avez senti le besoin de commenter maintenant? Bien, d'abord et avant tout, c'est sûr que j'y ai réfléchi. Est-ce que je dois réagir tout de suite? Est-ce que je dois réagir plus tard? Je dois attendre à la réaction d'Alain ou est-ce que les autres ou du membres de l'équipe vont faire? Moi, je pense qu'aussi à 49 à 22 votes proches, je sentais aussi un devoir de responsabilité envers mes citoyens et ceux qui voulaient bien que je sois là. Et les gens aussi avec qui, les gens que j'ai travaillé, mes bénévoles et tout ça, fait que je me suis dit, lorsque j'ai reçu l'appel, je me suis dit, pourquoi pas? Dans le fond, je pense que... j'ai souvent parlé dans les 2 dernières années de courage politique. On a parlé beaucoup aussi à travers notre équipe, de transparence, de dire les vraies affaires, de dire les vraies choses. Puis à partir de là, j'ai dit, tu sais quoi? Je vais parler avec mon cœur. Mon cœur, il est là aujourd'hui. On verra ce qu'il sera dans 6 mois, 1 an. C'est long, 4 ans. Là. Vous parlez de courage. Ouais. Est-ce que ça prenait du courage pour rester aux côtés d'Alain Laplante dans la campagne qu'on vient de vivre, sachant qu'il ne faisait pas l'unanimité et qu'il y avait une certaine grogne à son égard? Oui, d'une certaine mesure, oui. Mais, tu sais, je crois quand même, je crois beaucoup qu'il y a plein de choses qu'on avait raison de se battre. Je crois encore que la ville à Saint-Jean-sur-Richelieu, la ville et les citoyens méritent aussi quelque chose de différent. On mérite une ville dans les top 10, dans le top 10 ici au Québec. Puis je pense qu'il faut faire les choses différemment. Se battre à côté d'Alain, il y avait des choses qui étaient aussi très agréables. Se battre, je dis se battre, là, mais je pense que le mot est peut-être pas très bon, c'est pas se battre. C'est d'avoir des convictions différentes, de vouloir du changement. Puis c'est pas pour les raisons pour lesquelles je quitte, c'est pas ces raisons-là de changement, c'est pas pour ça. Mes valeurs restent les mêmes. Tu sais, je me suis pas levé le lendemain matin, puis j'ai mes enfants, c'est plus mes enfants, mes amis, c'est plus mes amis, puis mes valeurs sont plus les mêmes valeurs. Quand je vous ai vu à la une du Canada français la semaine dernière, je me suis dit, oh là là, Yann Langlois veut se dissocier rapidement d'Alain Laplante. Bien, je pense que oui. De toute façon, oui, c'est ce que j'ai fait. Puis dissocier d'Alain Laplante comme maire, moi, je pense que le message est assez clair. Je veux dire, si on regarde au niveau des résultats, je veux dire, à 65-35, le message de la population est assez clair. Moi, je me suis souvent posé la question, pourquoi Yann Langlois n'a-t-il pas fait le choix de se présenter comme indépendant à l'élection qu'on vient de vivre? Parce que lorsque d'une joute politique aujourd'hui, plusieurs personnes, on a tous été surpris, premièrement la une le dit bien, là, on a tous été surpris du résultat. Plusieurs personnes sont surpris de ce résultat-là, aussi fort que celui qu'on a eu à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK? Donc, est-ce que je retournerai en arrière? La réponse est non. Parce que les convictions et les valeurs d'Alain restent pour moi quand même quelque chose dans lequel je fitais. Il y a un fit. Qu'est-ce que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de la transparence, tout ce qu'on a travaillé. Marilyn a travaillé très fort au niveau de la stratégie de développement durable. Premièrement, j'y lève mon chapeau. Malgré tout ça, lorsque je parle de courage, elle s'est battue jusqu'à la fin. Si aujourd'hui, dans les 2 dernières années, si on a des congés de taxes municipales, c'est grâce à Justin. J'étais content de me battre à leur côté là-dedans parce que certaines convictions, est-ce que tu sais, au niveau aussi, en même temps, on a le guide de participation citoyenne que tu as vu. Ça vient de qui? Bien, ça vient de nous autres. Ça vient de moi dans lequel je me suis battu.
C'est juste que dans la compréhension ou dans la méthodologie, peut-être, d'amener ces choses-là, c'est là que j'ai décidé, OK, le message est assez clair. Parce que même quand on retourne en arrière, en 2013, votre première élection, Oui. 2017 et même celle qui vient de se terminer, dans les 3 cas, vous avez eu plus de votes qu'Alain Laplante dans votre propre district. Oui. Donc, si vous aviez fait le choix d'être indépendant, ce qui aurait imposé une course à 3, ça vous aurait mathématiquement favorisé. La réponse est oui. Lorsqu'on regarde au niveau mathématique, au niveau chiffre, tu peux le regarder. Tu sais, je veux dire... je suis bon pour regarder tes... Je sais pas si tu as sûrement fait les mathématiques toi aussi. Oui, excusez. Puis c'est pas ta première élection? Pas du tout. Non, c'est sûrement pas. On a observé t'en deux, as, trois. ouais, c'est ça. T'en as sûrement plus en arrière de, en arrière de la cravate que les miennes. On vous a... Mais je dis On quoi? vous a rendu coupable par association. Ben, d'une certaine mesure, coupable de... Tu sais, coupable, oui. Tu sais, la défaite reste, mais tu es coupable. C'est pas nécessairement coupable. Je pense que des gens, il faut comprendre la méthodologie au niveau de politique. On a une belle opportunité de connaître. Tu sais, on en parlait juste avant un peu, toi et moi, Éric. Les gens ne connaissent pas nécessairement le conseiller. Les gens associent beaucoup plus le maire. Et des fois, ils font des associations, le maire avec le conseiller, non pas juste le conseiller. Donc, coupable, c'est pas nécessairement coupable. Je dis ça dans le sens où, tu sais, moi, dans les semaines de la campagne, il y a beaucoup de gens, évidemment, qui se confient aux journalistes, qui disent « Ah, ben moi, je pense ceci, je pense cela », ce qui nous donne un peu le pouls de la situation. Moi, je connais beaucoup de citoyens qui habitent le 10, qui habitent le 12, qui habitent le 2, donc les districts de Yann Langlois, Marilyn Charbonneau et Justin Bessette, qui m'ont dit rapidement au début de la campagne « Moi, c'est sûr, je veux débarquer le maire, mais j'aime mon conseiller, je vais voter pour lui. » Donc, des gens qui me disaient, là, en toute transparence, « Moi, je vais voter Bouchard-Langlois. » OK. 2 semaines avant la fin de la campagne, j'ai senti un courant inverse. Des gens qui voulaient voter pour leur conseiller, qui aimaient bien, mais disaient « Je veux sanctionner le maire et j'ai peur que ce soit un double message. Donc, je veux tellement défaire le maire que non, je ne voterai pas pour son candidat dans mon district, même si je l'aime bien. » Bien, je veux dire, les résultats... Ce que tu dis, c'est les résultats résultats de Gandhi. Coupable par association, parce que les gens ont associé le maire au climat de chicane, puis à la suspension, puis aux plaintes en harcèlement, puis aux frais d'avocat. C'est ça qui est revenu constamment dans la campagne. Bien, je pense que c'est un peu mon message aussi en même temps. Tu sais, je me dissocie d'Alain comme maire, non pas comme personne avec ses valeurs ou comme équipe avec nos valeurs dans laquelle on est. Je m'y associe, ils ne changeront pas. Ils n'ont pas changé en dedans de 24 heures. Lorsque j'ai eu mon appel mardi, je pense, puis le lendemain, mercredi, j'étais au Canada français, j'ai pas tourné ma switch puis changé mes valeurs. Non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui disent que oui, mais non, c'est pas vrai. La seule chose que je fais, c'est que les gens veulent autre chose. Les gens associent, demandent un leadership, oui, mais un leadership positif. Je pense que c'est la seule twist qu'il faut comprendre. C'est la seule twist de ce message-là qu'il faut comprendre. Je pense que les gens, à cause de ça, n'ont pas regardé le contenu, ont regardé le contenant. Puis malheureusement, tu sais, les élections, malheureusement, je pense que le niveau était beaucoup plus au niveau du contenant plutôt que du contenu. Parce que si on regarde à l'intérieur même de toutes les stratégies, puis même au niveau des... Tu sais, au niveau, moi, je pense, du background de certains candidats, si on regarde au niveau des élections, des fois, tu sais, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais si on regarde le background de certains versus d'autres, je veux dire, si on s'arrête proprement dit... L'équipe Alain Laplante, c'était des bons candidats. C'est excellent candidat. C'est un bon programme. C'est un excellent programme. Mais un maire qui fait de la politique de confrontation et non pas de la politique de consensus. C'est ça l'affaire, non? Bien, c'est pas... Puis je pense que... Moi, je vais dire à la population que la politique de consensus n'a plus sa place. Non? Non. Je veux dire, au niveau de l'environnement, il n'y a pas de consensus à faire. Je veux dire, à 6 de boisés restants, Marilyn l'a très bien dit, Alain l'a très bien dit, c'est pas un consensus qu'on a à faire. Il faut revirer la situation de bord. Et ça, il faut arrêter de dire qu'il faut faire un consensus. Je pense que les gens veulent des choses nouvelles. Je pense que les gens veulent quelque chose de différent. Puis non, c'est pas juste du consensus. Tu sais, mais pas de chicane. Il y a une façon de dire, il y a une façon de dire, il y a une façon de dire ton point en étant... Quand je pourrais dire, c'est blanc, oui, ou c'est noir, mais il y a une façon des fois de l'apporter. Hein. Moi, ça m'a frappé au débat de la Chambre de commerce, quand l'homme d'affaires Alain Poirier dit au maire Laplante, « Monsieur le maire, si vous êtes élu minoritaire, il va-t-il avoir encore de la zizanie? »
Puis en gros, Alain Laplante a répondu, ben oui, parce que si mes opposants ne changent pas d'idée, il va en avoir encore. Quand je lui ai reposé la question ici, il y a quelques semaines, il est allé plus loin. Il a dit, je ne ferai pas de compromis avec des menteurs. Donc, laissant entendre que ses adversaires étaient des menteurs. C'est pas ça que les électeurs voulaient entendre. Ben, je pense que c'est la seule peut-être... Parce que pour le reste, c'est ça. Le reste, c'est une bonne équipe, c'est un bon programme. Tout est là. L'intelligence, la rigueur, la discipline, il n'y a personne qui peut enlever ça à Alain Laplante. Mais à partir du moment où le gars s'en vient dire en pleine TV, écoutez, ben, si je suis réélu minoritaire, ben oui, le zizanie va continuer. Puis je pense que c'est pas... Je pense que le message en l'intérieur même aussi de l'équipe, c'est pas la zizanie, c'est juste dire qu'il n'y aura pas de... Il y a pas de consensus. Tu sais, dans le fond, il y a certaines places où est-ce que, tu sais quoi... Puis combien de fois on s'est parlé, on s'est vu, puis je te parle de courage politique. Le courage politique, c'est pas le consensus. Faire des compromis constamment, je veux dire que dans tes relations personnelles, dans tes relations d'affaires, si tu passes ta vie à faire des compromis, ça goûte plus bon à la fin. C'est pas nécessairement agréable. Je pense que la ville, aujourd'hui, si on veut faire partie du top 10 des villes, moi, je te dis, Éric, il ne faut pas nécessairement faire des compromis. C'est juste la façon de l'apporter des fois. Tu sais, quand je disais tantôt, vous auriez pu faire le choix d'être indépendant. Parce que vous dites, oui, moi, je ne peux pas me dissocier des valeurs de l'équipe ou du programme et tout ça, mais quand on s'associe à un maire qui a été suspendu ou qui est mis en cause dans des causes de harcèlement, c'est pas un peu difficile à défendre à ce moment-là? Bien, il y a des choses... Premièrement, il n'y a rien qui sont terminées actuellement. Je veux dire, je ne veux pas me prononcer nécessairement là-dessus, mais je ne défendrai pas l'indéfendable non plus, tu sais. Est-ce que tu dis que c'est facile? La réponse, bien non, c'est pas facile parce qu'il y a un doute qui est créé. Est-ce que ce doute-là, est-ce que je suis d'accord avec ce doute-là? Est-ce que je pense que c'est une stratégie aussi qui est employée? Bien là, à partir de là, on le verra dans 1 an, 2 ans. Puis, tu sais quoi, ça me fera plaisir, Éric, tu me rappelleras, puis on aura cette discussion-là, puis on regardera ça. Comment face à ça, là, ça me fera faire plaisir. Là. Et quand vous dites, parce que ça, c'est une phrase, puis il y en a plusieurs qui m'ont dit, qu'est-ce que Yann Langlois voulait dire? Je reprends une citation de l'entrevue du journal. Oui, je sais. Il vise plus l'harmonie que... En fait, en parlant des électeurs, les électeurs visent plus l'harmonie que la compétence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que ça veut dire. Non, je rigole un peu. C'est sûr que c'est une longue discussion dans laquelle, je viens de te le parler aussi un peu, on a parlé du contenant plutôt que du contenu. On a parlé plus, tu l'as très bien dit, tu dis la chicane. C'est que ce point-là est devenu tellement une priorité, tellement fort, qu'on a oublié de regarder le reste. Comme on en parlait tantôt, tu l'as très bien dit, les candidats qui étaient là, le CV des candidats, le pedigree, ce qu'apportaient les candidats, ce qu'apportait le contenu, toute cette rigueur, cette rigidité, bien pas rigidité, là, mais il y avait quelque chose à l'intérieur même de cette équipe-là d'Alain, honnêtement, de phénoménal. Puis je suis content d'avoir fait partie de cette équipe-là, puis je suis fier, je suis même fier d'avoir perdu d'une certaine mesure. Je débarque parce que... Par 22 votes. Par 22 votes. Oui. Parce que j'ai quand même l'idée, je veux dire, cette partie-là. Et tu sais, il faut comprendre, quand je dis, puis là, il ne faut pas embarquer tous les candidats non plus de l'autre équipe, je ne veux pas embarquer tout le monde, je ne veux pas dire qu'ils sont incompétents, mais je pense que les gens ont plus jugé l'harmonie autant que le contenu des deux parties. OK. Yann Langlois, candidat dans 4 ans? Mon cœur aujourd'hui, puis tu sais quoi, tu me l'as demandé pour... C'est dit dans l'article du journal, je veux y rester. Je suis un agent libre et je félicite Mme Bouchard. Bon, vous avez félicité Mme Bouchard, ce que d'autres n'ont pas fait. Mais en même temps, vous dites que vous voulez même l'aider. Bien, moi, je suis prêt à aider. Première des choses, ça revient à ma première question. De la façon que tu me poses la question, ça revient un peu dans notre milieu d'entrevue. Tu sais pourquoi? Parce qu'Alain m'a donné ma chance, puis toujours, là, pour vrai, là, lui, sa famille, les gens, j'ai appris à adorer la politique grâce à eux autres. Puis tu sais quoi, je suis content de m'avoir battu jusqu'à la fin. Mais, donc, tu candidat dans 4 ans? Ben oui, sûrement, on verra. Comme conseiller ou à la mairie? Une chose à la fois, j'adore la politique. Ouais. J'ai aimé ça. J'ai aimé supporter mes citoyens. Je veux être là pour la population. Je veux être là peut-être sous d'autres formats, donner mon coup de main, mon aide. Puis reste que... tu sais, je veux dire, il y a certains dossiers que j'ai entamés, puis ça va me faire plaisir que n'importe qui m'appelle de la ville comme conseiller pour pouvoir l'améliorer. Je pense qu'on mérite d'avoir notre ville dans le top 10. Yann Langlois, merci beaucoup.
Merci. Bonne chance pour la suite. Merci. Vous allez peut-être faire un Philippe Lanier de vous-même, puis on va vous recevoir comme analyste. Ça se peut, oui, ça se peut. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, belle émission. L'informateur Joannet est avec nous pour parler de football scolaire. Et en deuxième partie, le gouverneur des remparts du Richelieu. Je vais être là, Alexandre Baudouin. Et Bruno va parler du retour des expos. Oh, yes! Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Parlons de relations d'aide, de thérapie en relations d'aide de l'association TRA Montérégie. Avec nous pour en parler, Chantal Turte, qui est thérapeute elle-même en relations d'aide. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Qu'est-ce que c'est la relation d'aide ou quelle est la différence entre quelqu'un qui a une psychothérapie ou quelqu'un qui va voir un thérapeute en relation d'aide? La différence, elle est où? Bien, en fait, je dirais en 2009, il y a eu le projet de loi 21 qui est venu vraiment distinguer les actes réservés à la psychothérapie de celles qu'on peut pratiquer en relation d'aide. Donc, c'est venu vraiment sécuriser au niveau du public, puis distinguer les différents rôles. Celui du thérapeute en relation d'aide, c'est un professionnel des relations humaines. Donc, de sa formation, il a une grande connaissance du fonctionnement humain. Tout ce qui a trait aux émotions, comment on peut s'en défendre, l'identification des besoins, puis pour mener à une relation plus satisfaisante avec soi, avec les autres. Le thérapeute en relation d'aide travaille dans l'ici-maintenant de la personne. Qu'est-ce qu'elle peut faire dans sa vie présente pour améliorer, dans le fond, sa relation à elle et aux autres. Puis, le thérapeute, contrairement, exemple, au psychologue, ne va pas aller vers l'évaluation d'une problématique de santé mentale. On va travailler avec les difficultés courantes de la vie. Donc, perte d'estime de soi, séparation, deuil, identification de nos peurs pour mener à se dépasser et tout ça, là. Est-ce que ça peut s'apparenter au boulot d'un travailleur ou d'une travailleuse sociale? Est-ce qu'il y a des ressemblances? C'est certain qu'il peut y avoir des ressemblances, mais dans le fond, comme je dis, le rôle est vraiment d'aider dans la vie courante. Ouais. Donc, dans une séance de thérapie, l'individu arrive, parle de ce qui l'amène, puis le thérapeute est en relation affective professionnelle avec le client pour voir, bon, qu'est-ce qui se passe pour lui, comment il se sent, comment justement il se défend de ses émotions, comment il pourrait s'en occuper autrement. Donc, c'est tout d'apprendre à la personne à identifier aussi ses ressources personnelles qui peuvent l'aider à mener une vie plus satisfaisante. Bon, qu'est-ce que ça prend pour devenir thérapeute en relation d'aide? Pour devenir thérapeute en relation d'aide, ça prend une solide formation de 3 ans. C'est un titre exclusif au Centre de relation d'aide de Montréal, qui est un centre créé par Mme Colette Portelance, qui a un doctorat, là, entre autres, en pédagogie et qui a formé le centre il y a 35 ans. Donc, les thérapeutes en relation d'aide font partie de la Corporation internationale des thérapeutes en relation d'aide du Canada, la CITRAC. Donc, c'est un titre là, qui est réservé exclusivement à cette approche-là. Une approche inspirée, l'approche non directive créatrice, inspirée des courants humanistes, qui est basée vraiment sur la relation entre le client et le thérapeute. C'est ce que vous appelez donc la thérapie en relation d'aide par ANDC. Oui, exact. Donc, si on y va dans le détail, le ANDC, il veut dire quoi? Puis après, je vous poserai d'autres questions aussi pour mieux le comprendre, là. Oui, ANDC, donc approche non directive créatrice. OK. Ça veut dire quoi, ce nom? Non-directive. Ouais. En fait, la non-directivité en thérapie, c'est qu'on va dans l'accueil de tout ce que le client est.
sans jugement. On ne dirige pas, là. On ne dirige pas vers « tu devrais te sentir comme ça » ou « si tu fais ça, ça va aller mieux ». C'est plutôt « bon, je vais t'écouter dans ton émotion, je vais reformuler ce qui se passe, on va voir qu'est-ce que tu en fais, on va identifier est-ce que ça te mène à de la satisfaction dans tes relations ou envers toi, envers les autres, ou vers de l'insatisfaction, pour voir comment le client pourrait s'en occuper autrement. » L'image que j'aime emmener pour mieux comprendre de la non-directivité, c'est celle d'un coffre à outils. Le client a son coffre à outils, mais plutôt que de dire « regarde, je vais te donner tel outil », c'est « on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a dans ton coffre personnel, quelles sont les ressources sur lesquelles tu peux t'appuyer, quelles sont les forces que tu possèdes ou qui sont en émergence sur lesquelles tu pourrais te baser pour faire des choix différents. » Qu'est-ce que c'est TRA Montérégie? Donc, c'est Thérapeutes Relations d'aide Montérégie. C'est un regroupement? C'est un organisme? C'est un organisme sans but lucratif qui vise à aider le plus de gens possible, et ce, en fonction de leurs revenus. Souvent, ce qui va bloquer les gens de se diriger vers la thérapie, même s'ils en ressentent le besoin, même s'ils ont besoin d'une écoute puis d'un accueil, c'est le manque de revenus. Donc, TRA Montérégie, c'est un regroupement de thérapeutes en relation d'aide formés au CRAM, le Centre de relation d'aide de Montréal, qui acceptent d'ajuster leurs tarifs en fonction du revenu des personnes qui les consultent. Est-ce que ça peut bouger beaucoup comme tarification? Bien, en fait, oui, ça peut bouger quand même de façon considérable selon le revenu de la personne. L'organisme a une grille tarifaire. Quand la personne appelle au numéro de l'organisme, en toute confidentialité, elle peut parler là, à la réceptionniste qui va regarder avec elle quels sont ses revenus, quels sont ses besoins et qui va ajuster le tarif en conséquence en la dirigeant vers une des thérapeutes ou un des thérapeutes de l'organisme. Parce que quand on regarde quand même dans l'escalade qu'un patient potentiel peut aller, tu sais, je donne un exemple. Quelqu'un va aller voir son médecin de famille, mais le médecin de famille, encore faut-il le voir. Dans certains cas plus difficiles, on va les référer au psychiatre, mais encore là, les listes d'attente sont hyper longues. Absolument. Parfois, on va rencontrer des infirmières, des travailleurs sociaux, des psychologues, mais dans certains cas, dès qu'on va au privé, évidemment, il y a des déboursés. Oui. Donc, c'est souvent là qu'est le frein à se dire que quelqu'un a besoin d'aide, mais il n'y a pas le moyen de se faire aider. C'est plate à dire, mais des fois, ça peut être ça. Oui. Donc, de ce que je comprends de cet organisme-là, c'est quoi? Vous allez chercher des subventions pour compenser ou vous le faites vraiment pour aider les gens de la communauté? C'est fait vraiment sur une base de vouloir aider la communauté. Oui, vraiment? Absolument. Absolument. Les thérapeutes qui s'engagent dans l'organisme sont vraiment à l'aise avec l'idée de baisser leurs revenus pour s'adapter aux revenus des aidés, puis faire en sorte, justement, de promouvoir un mieux-être dans la population parce qu'on en a grandement besoin. On l'a vu, entre autres, avec la pandémie. Oui. Puis ce que j'ai à cœur de dire quand vous parlez, là, M. Latour, de justement des urgences parfois référées en psychiatrie, tout ça, les thérapeutes, ce qui nous distingue également, c'est à quel point on a à cœur de respecter notre champ de pratique et d'être en toute conformité avec la loi, ce que nous faisons très bien. Ce qui fait en sorte que si un client a une problématique de santé mentale importante ou, exemple, une dépression... Vous allez les référer. Là. On va les référer. On peut accompagner, par contre, les difficultés qui peuvent survenir dans la relation à soi, à l'autre, les croyances limitantes, les peurs, tout ça. Mais c'est certain qu'on va référer vers le professionnel qui peut traiter la problématique également de santé mentale. Mais en même temps, les gens n'ont pas nécessairement besoin toujours d'un psychologue ou d'un travailleur social pour les aider. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui va être là pour les écouter principalement les écouter. C'est un peu ça. Si vous saviez comment une écoute sans jugement... C'est ça, une écoute neutre. Puis, j'ai envie de dire une écoute sensible également, présente dans l'acceptation puis le non-jugement. Souvent, les souffrances qu'on a dans notre vie se sont créées dans des relations avec l'autorité, tout ça. Puis là, de vivre une relation positive dans l'acceptation fait une belle différence. Bon, comment vous êtes devenu thérapeute en relation d'aide? Bien, le parcours de chacun des membres de TRA Montérégie est unique. Pour ma part, ça a été un véritable appel vers la relation humaine, une passion qui me suivait depuis longtemps. Mais comme je vous dis, chaque membre de l'organisme a son propre parcours là, qui l'a mené à faire les études. Il n'y a pas un parcours unique, là. Absolument pas. Le Centre de relation d'aide de Montréal est un centre privé. Donc, on arrive avec un background bien à nous, avec une formation haute, parfois une carrière bien entamée ailleurs. Puis,
en parallèle, se développe une passion pour la thérapie en relation d'aide. Quelqu'un qui va sur le site tramontérégie.com, qu'est-ce qu'il y retrouve comme information? Il y retrouve beaucoup de choses. Premièrement, il y retrouve les différents thérapeutes. Il y retrouve une définition de qu'est-ce que c'est un thérapeute en relation d'aide, quelles difficultés, quelles problématiques on peut accompagner. Il va y retrouver également le fait qu'on peut accompagner une personne en individuel, des couples, des enfants, des adolescents, des personnes vivant un deuil également. Il va y retrouver le numéro de téléphone unique pour joindre l'organisme. Puis, il va y retrouver également de l'aide, des organismes d'aide urgente en cas de besoin, si vraiment c'est une problématique urgente qui l'amène. Et vous offrez aussi la vidéoconférence? Absolument. Absolument. Nos thérapeutes, dans le fond, pratiquent en bureau ou en visioconférence pour s'adapter à tous. Êtes-vous plusieurs à faire partie de TRA Montérégie? Oui, on est un beau groupe. Il y a la présidente Manon Paquet qui est au cœur de tout ça. Puis, c'est une équipe qui grandit encore, je vous dirais, mais oui, nous sommes plusieurs membres, puis on est tous présentés, c'est ce que j'aime également, sur le site Internet de TRA Montérégie. Donc, les gens peuvent voir, évidemment, voir à qui ils ont affaire et ultimement même faire leur choix, j'imagine? Oui, exactement. Puis, en même temps, j'ai envie de dire, quand on appelle l'organisme, selon la région aussi, la personne qui répond va pouvoir suggérer un thérapeute. Alors donc, TRA Montérégie, thérapeute en relation d'aide Montérégie, organisme sans but lucratif de relation d'aide par l'ANDC, qui est l'approche non directive créatrice. Créatrice, voilà. Et si vous allez sur le site, vous allez probablement en apprendre davantage. Si parfois vous voulez en savoir plus sur la relation d'aide tout court, mais en même temps, ou si vous-même ou dans votre entourage, vous pensez qu'il y a des gens qui pourraient en bénéficier, bien, voilà une porte d'entrée qu'on vous offre ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Latour. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Le ministre de l'Environnement est allé faire un tour sur le chantier de l'usine de compostage de Compo Richelieu dans le rang des 54 dans le secteur Saint-Athanas. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça avance. Donc, dorénavant, on aura notre futur centre de compost ici même, à Saint-Jean-sur-Richelieu. À demain. Bye-bye.